To begin this webinar, I'd like to introduce Victoria Ryan, who will be giving the opening remarks. Victoria Ryan is a private enterprise officer with USAID, based in the USAID Sahel Regional Office in Dakar, Senegal, where she manages the economic growth and resilience portfolio for 6 countries in the Sahel region. She has a background in climate finance, business consulting, and data analytics. Prior to joining USAID, she worked in business consulting at Ernst & Young in the Washington, D.C. office. In this role, she supported private and public sector clients to develop strategic and analytical solutions to their business and policy challenges. Previously, she worked for the World Bank Group doing business project, helping countries around the world develop better business practices. Prior to the World Bank, she worked with TechnoServe in Botswana as a monitoring evaluation officer and Tostan in Guinea, where she conducted technical management and evaluation of local community development programs. Without further ado, I turn the mic over to Vicky. Vicky, over to you. Thank you, Ayo. Good morning or afternoon, everyone. I'm delighted to welcome you to today's webinar on security, resilience, and profitability in finance for the Sahel's agriculture sector. Agriculture is one of the most critical sectors of the economy of the Sahel region. It serves as the backbone of livelihood for most people and employs a significant portion of the workforce. However, this sector faces formidable challenges that hinder its development. Over the past decades, the Sahel region has grappled with multiple shocks and recurrent crises, from droughts and floods to animal and crop diseases. These challenges have negatively impacted agricultural production and increased the population's vulnerability to food insecurity. Furthermore, the impact of climate change exacerbates these challenges. At the same time, the deteriorating security situation in the region has led to the displacement of millions, particularly in Burkina Faso, where over 2 million people are internally displaced. This has resulted in a growing resilience deficit and persistent poverty. Despite the daunting challenges, the agriculture sector of the Sahel region has demonstrated remarkable resilience and significant potential for growth. USAID has been a steadfast supporter of the agriculture sector in the Sahel, and its efforts have focused on improving the livelihoods of the most vulnerable populations. In 2013, USAID launched the Resilience in the Sahel Enhanced, or RISE-1 program, a comprehensive initiative designed to support vulnerable communities in effectively managing shocks and stresses and pursuing sustainable pathways out of poverty. Building on this success, RISE-2, launched in 2018, focuses on increasing secure access to land, improving investment in agriculture, supporting private sector investment in quality inputs and services, strengthening market systems, and enhancing access to credit and risk management practices. One of the largest challenges faced by the agriculture sector is access to finance. Through initiatives like Catalyze, USAID has facilitated investment in this sector, ultimately increasing companies' ability to grow their businesses and increase the production, sales, and distribution of agricultural products throughout the country. Addressing climate change is also a top priority for USAID. With our new climate strategy, we aim to guide sustainable and equitable climate actions that are locally led, owned, and tailored to the context of sustainable agricultural development. USAID integrates conflict sensitivity and geographic flexibility into programming to adapt to challenging environments due to conflict and insecurity. We're also partnering with local organizations to continue supporting agriculture sector development and enhancing the resilience of vulnerable communities. Through the principles of locally led development, USAID is empowering local actors, particularly women and youth, enhancing their agency skills and leadership capacities. This inclusive approach is vital for the development of resilient agriculture systems and economic well-being. The need for innovative solutions has never been more significant in the Sahel region, where food crises, conflicts, and economic downturns are all too common. Initiatives like USAID Catalyze are addressing these multifaceted challenges through flexible project design, robust partnerships, and a steadfast commitment to long-term impact. Together, we can work towards a resilient and prosperous future for the agriculture sector in the Sahel. So thank you all for your time today, and I'll hand it back over to Ayo.
Thank you, Vicky. And now I'd like to introduce our moderator for today's webinar, Felicite Chari. Felicite is the team lead for Catalyze F4R Burkina Faso and founder of ICDE based in Ouagadougou, Burkina Faso. She's an economist, finance specialist, and leader committed to the economic development of Africa. Mrs. Chari has devoted her entire career to support SMEs, particularly women and youth-owned SMEs. She is a strong advocate of private sector engagement in Burkina Faso and Africa. She's worked in NGOs and global development institutions such as the World Bank Group and IFC. This has given her a broad and comprehensive view of economic and social development issues and has made her a key expert on private sector development policies and strategies. Ms. Chari is highly experienced in the coordination and management of large-scale projects and programs. She's led the formulation, coordination, and monitoring and evaluation of several development projects and programs in Africa. I present to you Felicite. Felicite, over to you. Ok, merci beaucoup Ayo, merci à tous. Avant de rentrer donc, dans le vif du sujet pour entendre nos différents panélistes, je voudrais déjà pour commencer vous présenter un peu plus Catalyze, dont l'objectif est d'accroître le financement pour soutenir les investissements privés dans le secteur agricole et principalement les entreprises de jeunes au Burkina Faso. Et l'objectif spécifique, c'est vraiment d'élargir l'accès au financement pour les entreprises et les producteurs dans le secteur agricole au Burkina, mais aussi de développer un réseau et renforcer les capacités des facilitateurs financiers locaux et de fournir aux institutions financières des incitatifs et des liens pour accroître leurs possibilités de marché et d'accès au financement, et surtout d'améliorer la disponibilité et l'accessibilité des principaux intrants agricoles dans les secteurs et les zones d'intervention de Catalyze afin de garantir donc l'accès des petits exploitants aux intrants et enfin d'accroître le revenu et l'épargne des femmes pour améliorer la résilience des ménages en investissant dans des activités économiques productives à plus grande échelle. Et le programme intervient bien sûr au Burkina Faso et au Niger, un programme globalement qui couvre les deux pays avec deux partenaires d'implémentation clés, dont le cabinet ICDE ici au Burkina Faso et Synergie SA au Niger, avec un objectif aujourd'hui de mobiliser 13 millions de dollars US de capitaux privés et nous en sommes à 9 358 405 dollars US à la date d'aujourd'hui et l'activité se poursuit. Permettez-moi de revenir maintenant dans l'ordre du jour de notre rencontre en nous plongeant beaucoup plus dans la conversation avec nos deux principaux panélistes. Et nous commencerons donc à justement entendre nos différents partenaires nous parler des stratégies et des solutions qu'ils ont mis en œuvre pour relever les défis, en mettant l'accent bien sûr sur l'autonomisation des femmes et des jeunes. Sur ce pas, je m'en vais donc vous présenter notre premier panéliste, qui est Jean-Frédéric Assoudan, qui est un facilitateur financier avec une très grande expérience pour fournir l'assistance technique aux entreprises et surtout pour les aider à mobiliser des financements. Il fournit donc des services conseils en gestion aux entreprises et du renforcement de capacité de la formation, ainsi que l'éducation financière. Et en tant que facilitateur, il a collaboré avec de nombreuses institutions financières telles que le réseau des caisses populaires, les caisses Betoumal, etc., y compris Codec Waïbouya, qui est aussi dans ce panel. Et il a mobilisé à ce jour pour près de 940 000 dollars US au profit donc de 77 micro et petites entreprises dans le secteur agricole au Burkina Faso. Bienvenue Frédéric à ce panel.
Et le deuxième panéliste, c'est monsieur... Merci. qui est le directeur général de Codec Waiguia, une institution de microfinance qui a été créée en 2008 au Burkina Faso. Et Codec joue un rôle crucial en fournissant donc des financements abordables aux micro, petites et moyennes entreprises dans la région du Sahel au Burkina Faso et en donnant la priorité aux acteurs les plus vulnérables du système financier local. En novembre 2023, Codec Waiguia a mobilisé, comptait près de 10 785 membres et dans le cadre de Catalyse, nous a accompagnés dans la mobilisation de près de 2,42 millions de dollars US. Donc, je vais dire, ils ont un encours de crédit de 2,42 millions de dollars US et un encours d'épargne de 1,18 millions de dollars US. Et en tant que partenaire de Catalyse, Codec Waiguia a financé 185 entités à ce jour et mobilisé plus d'1 million de dollars US, excusez-moi, de capitaux privés, donc 99% pour les PME au Burkina Faso. Bienvenue également à M. Antoine Ouédraogo. Je m'en vais donc tout de suite m'adresser à M. Ouédraogo à travers justement une première série de questions. M. Ouédraogo, comment voyez-vous le rôle et l'évolution des institutions financières dans la résolution des problèmes de sécurité alimentaire au Sahel, en particulier à la lumière de l'augmentation des risques liés au climat dans notre région? Monsieur Ouédraogo. Merci bien, Madame Traoré, et merci à mes co-panélistes et merci également aux participants. Donc, merci pour cette question, pour l'occasion que nous est donnée quand même d'expliquer un peu comment ça se passe. Donc, il faut dire qu'à cette question, le rôle des institutions financières doit réellement évoluer. Donc, c'est-à-dire quitter du rôle standard que tout le monde connaît, qui est du financement des activités en fait des acteurs, donc et aller vers un rôle plus technique. Et rôle plus technique, je vois plutôt en fait les appuis conseils, c'est-à-dire améliorer les appuis conseils, également donner des formations aux acteurs. On sait très bien que le monde agricole, ou du moins les chaînes de valeur intéressées par Catalyse, sont des chaînes de valeur où la production est tellement faible. Donc, l'objectif, c'est de les former pour qu'ils puissent quand même augmenter leur production. Et également, mener également des sensibilisations pour qu'ils puissent tenir compte en fait des aléas, les risques liés en fait à leur production, tels que les aléas climatiques et également aussi l'insécurité que nous vivons. Donc, je pense que le rôle doit évoluer vers ce niveau-là. Ok, merci beaucoup. Je vois également déjà une résilience de Codec en tant qu'institution financière pour s'adapter justement à ce contexte. Et cela m'amène immédiatement à vous poser cette deuxième question qui consiste à vous entendre plus largement sur les critères que votre institution financière prend en compte pour évaluer la solvabilité donc des micro et petites entreprises dans le secteur agricole et en particulier dans le contexte qui est celui du Burkina Faso. Merci bien pour la question. Et à ce niveau, il faut dire d'abord qu'il y a d'abord les critères standards qu'on a l'habitude de faire, c'est-à-dire la rentabilité du projet. Donc, on doit s'assurer en fait que le projet financier est bien rentable. Également, la capacité en fait d'endettement du client, on doit également s'assurer également à ce niveau. Il faut également que le client maîtrise son activité, ça c'est également un critère. Également, il y a la moralité du client qu'on doit vérifier. Il y a un deuxième critère là qui me semble plus important, qui est en fait le financement en fait en nature. En fait, cela consiste en fait à disponibiliser en fait le bien au profit en fait du demandeur. C'est-à-dire s'il a besoin en fait, je prends notre cas, un maraîcher qui a besoin d'une motopompe, donc c'est lui de donner directement en fait la motopompe et non de l'argent. Donc c'est privilégier en fait le bien, le financement du bien et non la liquidité, qui est vraiment un facteur qui permet à notre tour, en tout cas dans ce contexte-là, de réduire au maximum les détournements d'objets. Voilà, ça c'est lié réellement à l'insécurité. Donc, ça fait un critère vraiment que nous prenons actuellement en compte et ça fait partie des premiers critères que nous regardons. Ok, ben merci beaucoup. C'est clair que dans le cadre de cette collaboration, nous avons été édifiés par la capacité de Codec à pouvoir innover, notamment cette dimension de financement en nature a été vraiment quelque chose qui nous a permis de mieux gérer la question du risk management dans le cadre du portefeuille financier. En tout cas, merci beaucoup et je voudrais évoluer vers le deuxième panéliste, Frédéric Assoudan,
Lui, en tant que facilitateur financier, il a aussi été très performant dans le dispositif de Catalyse. Pouvez-vous nous en dire plus sur votre expérience en tant que facilitateur financier, travaillant donc avec Catalyse pour soutenir les micro, petites et moyennes entreprises dans le secteur agricole? Quelles sont les stratégies particulières que vous avez utilisées pour arriver à mobiliser plus de financement au profit des micro, petites et moyennes entreprises, bien sûr en complément de ce que M. Ouedraogo vient de nous fournir? À vous, M. Assodan. Votre micro est fermé. Madam Traore, while we wait for Assodan, perhaps we can jump in to ask Codec another question. OK. Merci beaucoup, Ayo. C'est clair que nous sommes dans une partie du monde et M. Assodan se retrouve encore beaucoup plus en milieu. Avant qu'il nous revienne, je voudrais continuer avec M. Ouedraogo. Antoine, pouvez-vous nous parler des initiatives spécifiques que votre institution a mis en œuvre avec succès? Oui, bonsoir madame. Oui, c'est Frédéric. Oui, bonsoir madame, bonsoir à tous les participants. Et Okay. Merci pour la question. Bon, il faut dire que Oui, nous vous entendons, allez-y. Monsieur Assodan, nous vous entendons? OK. Nous allons revenir peut-être sur la proposition de Ayo qui consiste à continuer avec M. Ouedraogo. Donc, Antoine, pouvez-vous nous parler des initiatives spécifiques que vous avez développées au niveau de votre institution financière pour encourager les prêts et soutenir les petits exploitants, en particulier les femmes dans le secteur agricole? Pouvez-vous nous donner des impacts de leur amélioration? oui, allô, vous m'entendez? Oui. Oui, Allô? monsieur. Oui, nous vous entendons. Est-ce que vous nous entendez? Nous allons peut-être poursuivre avec M. Ouedraogo le temps que vous gérez les questions logistiques. Donc, M. Ouedraogo, si vous avez entendu ma question, merci de prendre la parole. Okay. Merci bien, Madame Traoré. Donc, à votre question, en fait, il faut dire qu'il y a eu pas mal, en fait, de changements qui ont été opérés, en fait, au sein de la Codec Wayugia pour essayer de s'intéresser plus, en fait, à la cible. Donc, le premier changement, en fait, il s'agit d'abord de la réadaptation des produits de crédit. On a, tout début, quand on a commencé, on a revu nos produits de crédit pour s'adapter encore plus, en fait, à la cible. Donc, en plus de ça, en fait, il y a un deuxième où, en fait, il consiste, en fait, à la création de nouveaux produits. Actuellement, on peut dire qu'il y a au moins 3 nouveaux crédits, même si l'autre crédit, c'est un crédit temporaire. Mais le premier, d'abord, c'est le crédit Tikinyiki, qui s'adresse essentiellement aux femmes et aux jeunes. Donc, c'est un produit de crédit qui est associé à une collecte journalière qui est vraiment prisé actuellement et qui a connu réellement une évolution significative. Et également, en fait, le crédit flash. Et le crédit flash, en fait, c'est pour les businessmen, où on leur donne une facilité pour pouvoir saisir des opportunités d'affaires. Donc, des opportunités urgentes, parce qu'il faut le dire, c'est quand l'opportunité est urgente qu'on le parle, en fait, de crédit flash. C'est un crédit, en fait, dont la durée de traitement est au maximum 24 heures. Et le tout dernier, le dernier produit de crédit, c'est ce qu'on appelle actuellement le crédit de relance. En fait, il consiste, en fait, à donner un deuxième crédit à un emprunteur déjà en retard. Il faut dire, en fait, qu'actuellement, nous vivons dans une situation un peu compliquée, où les acteurs sont pour la plupart déplacés internes. Donc, il est compliqué pour eux, en fait, de pouvoir mener
à bien leur activité. Donc, ceux qui se sont réinstallés, nous avons pris l'initiative, malgré qu'ils ont un crédit au sein de la CODEC qui est en retard, nous avons pris l'initiative de les accompagner à relancer leur activité afin de pouvoir au moins venir à bout à leur crédit, à leur de crédit. Donc, ça, c'est un crédit spécifique. Et je dirais au début, en fait, que c'est temporaire parce que dès que la situation va se calmer, on risque de le mettre fin parce que c'est une situation exceptionnelle qui a envoyé, en fait, ce type de crédit-là. Mais il fallait également le mettre sur place parce que la situation n'est pas vraiment intéressante. Donc, voici, en grosso modo, les 3 produits de crédit nouveaux. Donc, en plus, en fait, des réadaptations de produits de crédit existants déjà. Ok, ben merci beaucoup. On comprend vraiment tout l'enjeu du mot adaptation à la situation du pays et à la réalité donc, de votre portefeuille au niveau de votre institution de microfinance. Mais pour continuer, j'aimerais aussi que vous nous parlez de comment vous avez pu développer donc des partenariats stratégiques avec les facilitateurs financiers tels que M. Assoudan pour contribuer donc à la mission de votre institution qui est de fournir du financement abordable aux micro et petites et moyennes entreprises dans le secteur agricole. Pouvez-vous également nous édifier sur les stratégies de collaboration que vous avez développées et sur les résultats que vous avez pu atteindre en termes d'élargissement de votre portefeuille de crédit et de promotion plus globalement d'une croissance durable? Merci bien, Madame Traoré, pour la question. Donc, il faut dire qu'à ce niveau, quand le projet a démarré avec les différents acteurs, nous, en tout cas, à notre niveau, on a applaudi parce que tous les acteurs, disons, contribuent en fait à notre but qui est en fait faciliter en fait l'accès au financement et contribuer également à l'inclusion financière. Donc, quand on a appris réellement, c'était vraiment très intéressant. Et en ce qui concerne avec les FF, vraiment, ça a été un ouf de soulagement parce que la collaboration n'a pas connu, surtout avec Assoudan, ici présent, et n'a pas connu vraiment de difficultés. Et la plupart du temps, les interventions se font en fait ensemble, voilà, sur le terrain. Et maintenant, parce que nous les considérons en fait les facilitateurs là comme des porteurs d'affaires, parce qu'ils vont réunir, quand je vais aller un peu en profondeur, ils vont réunir des membres ou des clients pour nous, qui sont des potentiels emprunteurs et des potentiels clients. Donc, c'est des apporteurs d'affaires pour nous et nous les félicitons pour cela. Et en plus de ça, ils abattent vraiment un travail formidable en faisant les sensibilisations, l'éducation financière, des formations sur l'éducation financière, chose que nous devrions même le faire avant de donner les crédits. Donc, la plupart du temps, on se rend compte que ce travail est déjà fait et donc ça amoindrit un peu les charges ou du moins le temps mis pour octroyer les crédits. Donc, vraiment, c'est un partenariat, je dirais, un gagnant-gagnant, où nous, en tout cas, on ne fait que applaudir et vraiment les féliciter pour cela, parce que c'est vraiment intéressant. Voilà. Merci beaucoup. Je pense que là, vraiment, vous nous ramenez naturellement vers Assoudan, qui pourrait, s'il nous entend. Monsieur Assoudan, vous nous entendez maintenant? Oui, je vous entends parfaitement. Ok, vous m'entendez? merci. Oui, on vous entend, bravo et merci d'être venu dans la civilisation. Merci. Voilà, nous avons entendu donc Monsieur Ouedraogo sur pas mal de choses et surtout des éloges à votre endroit en termes de collaboration. Nous revenons vers vous pour si vous pouvez nous en dire plus sur votre expérience en tant que facilitateur financier travaillant avec Catalyse pour soutenir les micro et petites entreprises et quelles sont les stratégies particulières que vous avez développées pour pouvoir arriver à mobiliser du financement au profit des petites entreprises. Merci beaucoup, Madame Traoré. Bonsoir à tout le monde. Il faut dire que nous sommes dans l'accompagnement des acteurs du monde rural depuis 2015 à travers des conseils et bien d'autres activités à la création ou au développement des entreprises. Et cependant, il faut noter que c'est en octobre 2021 que nous avons commencé à intervenir en tant que facilitateur financier dans le corps Catalyse et en mars 2023 dans le programme Fonds Ukraine. Voilà, comme présenté,
nous utilisons en tout cas plusieurs stratégies pour faciliter la mobilisation de financement au profit des micro, petites et moyennes entreprises. Mais bon, nous allons les résumer en quelques phrases. Il faut dire que d'abord, nous rassurons les institutions financières de notre présence à accompagner à travers des conseils les clients à utiliser les fonds pour exécuter le projet pour lesquels, en tout cas, ils ont demandé le financement. En deuxième position, lors de la rencontre avec les institutions financières, nous les rassurons et de notre présence à motiver en tout cas le client à respecter ses engagements pour les paiements du crédit. Et aussi, il faut noter que dans les micro, petites et moyennes entreprises ont souvent des problèmes de garantie. Donc, ce qui fait que nous les encourageons le plus souvent à se constituer en groupe solidaire. Et cela également renforce leur chance en tout cas d'avoir le prêt. Voilà, donc voilà en résumé quelques stratégies que nous utilisons qui permettent quand même d'avoir des bons résultats. J'aime bien votre expression. Nous rassurons les institutions financières, nous motivons les clients, nous encourageons et je pense que ce sont des termes clés qui résonnent vraiment quand on est en position de facilitateur. Ça m'amène tout de suite à vous poser cette question complémentaire. Pourriez-vous préciser l'importance d'une bonne compréhension des besoins? Vous allez excuser, monsieur, c'est vraiment la région du Sahel et c'est le milieu rural et il est au milieu clientèle. On a besoin de l'entendre. Et donc, est-ce que vous pouvez de l'importance des besoins spécifiques des micro et de la bonne compréhension des besoins spécifiques des micro-entreprises et surtout votre à la situation financière de ces micro-entreprises comme étant des conditions de base justement pour faciliter l'accès au financement de manière efficace. À vous, monsieur Assoudan. Merci beaucoup, Madame Traoré. En effet, une bonne compréhension des besoins spécifiques des micro, petites et moyennes entreprises est très importante pour offrir des solutions financières adaptées. Et il faut dire que cela favorise leur croissance qui contribue à leur succès à long terme. Voilà, cela permet également, cette compréhension permet également de proposer des solutions sur mesure, si on peut le dire, et une analyse de leur situation financière précise. Et ça facilite aussi l'accès au financement en démontrant également la fiabilité et la rentabilité de l'entreprise. Bon, en d'autres termes, pour dire que cette compréhension favorise une utilisation efficace des ressources financières et contribue à la croissance durable des micro, petites et moyennes entreprises. OK. Merci beaucoup. Je pense qu'on est vraiment très fiers de vous entendre parce que la question de la professionnalisation même des facilitateurs financiers est au cœur donc, du témoignage que vous venez de nous faire tout à l'heure. Pour avancer un peu plus, toujours à l'endroit de M. Assoudan, quels sont les défis spécifiques que vous rencontrez pour faciliter donc l'accès au financement des micro et petites entreprises et comment vous vous organisez donc pour surmonter ces défis? Merci beaucoup, madame. Il faut dire que dans cet accompagnement, en tout cas, nous rencontrons beaucoup de défis. Voilà, d'abord, la première des difficultés qu'on rencontre, c'est surtout l'absence de garantie. Voilà, la plupart des micro, petites et moyennes entreprises dans le monde rural ne possèdent pas de garantie. Voilà. Donc, pour surmonter cela, nous proposons le plus souvent l'option d'aller en groupe, comme je le disais en haut, en groupe solidaire. Voilà, cela permet de mutualiser les forces. On rencontre également l'absence ou l'insuffisance d'informations financières. Voilà, cela veut dire que les informations financières au niveau des MPME agricoles sont le plus souvent limitées ou irrégulières. Voilà, ce qui rend difficile l'évaluation de leur solvabilité par les institutions financières. Voilà, ils n'ont pas de comptabilité, ça fait que c'est compliqué. Maintenant, pour résoudre ce problème, nous les appuyons sur la base des informations qu'ils ont à leur niveau
pour reconstituer les données et présenter aux institutions financières des informations en tout cas un peu plus crédibles. Voilà. Nous invitons également les représentants des institutions financières à visiter ces entreprises-là pour en savoir plus sur leur niveau d'activité. Voilà, parce que souvent, bon, avec la reconstruction, ce n'est pas évident. Donc, on les invite même à se déplacer pour venir voir eux-mêmes comment les activités se passent. On rencontre également le manque de connaissances financières de ces micro, petites et moyennes entreprises. Voilà, de nombreux promoteurs agricoles n'ont pas une bonne compréhension des appuis financiers existants ou de la gestion financière. Voilà, donc, vous m'entendez? Oui, on vous entend toujours très bien. Voilà, donc ce qui fait qu'à ce niveau, nous pensons qu'il est important de fournir une formation et un accompagnement pour renforcer leurs compétences en matière de gestion financière. Et en tout cas, c'est ce que nous essayons de faire avec les MPME. Bon, une autre difficulté, c'est la saisonnalité des revenus. Il faut noter que les revenus agricoles sont souvent saisonniers. Voilà, ce qui peut rendre difficile le remboursement des prêts. Voilà, donc pour faciliter, nous proposons aux institutions financières d'offrir des produits de crédit qui sont flexibles et qui tiennent compte de la raisonnabilité, de la saisonnabilité des revenus. Voilà, voici quelques difficultés en tout cas que nous rencontrons le plus souvent. D'accord. Ben, merci beaucoup. On voit bien votre rôle de courroie de transmission entre les institutions financières et les demandeurs de prêts. Et également le fait que vous arrivez justement à les institutions financières à aller ce qui me paraît être vraiment un rôle catalyseur fondamental. Je reviens un peu sur une dernière question à vous adresser. Quel est l'impact du partenariat avec la CALAS et la rentabilité des micro et petites entreprises avec lesquelles vous avez travaillé dans le secteur agricole et dans votre zone d'intervention au Burkina Faso? Quel impact aujourd'hui? Oui, allô, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Ok. Il faut dire que, en tout cas, grâce à notre intervention, on a quand même permis à beaucoup d'entrepreneurs qui avaient quand même des projets et qui avaient des difficultés à mobiliser les fonds pour mettre en œuvre leurs activités. Voilà, donc on peut dire qu'on a quand même permis à ces entreprises-là à se développer à travers, on appelle ça encore, l'accroissement de leurs fonds de roulement, à travers les équipements, et ce qui a également permis à ces entreprises de recruter du personnel et quand même de jouer un peu sur le chômage. Donc, en tout cas, c'est ce que nous pouvons résumer. OK. Mais au nombre de témoins, nous avons donc le bruit de fond qui est assez intéressant et j'aimerais bien peut-être que vous attirez l'attention sur les personnes autour. Je voudrais terminer avec cette question fondamentale à l'un ou l'autre. M. Ouedraogo, tout comme M. Assoudan, compte tenu donc de l'évolution des risques liés au climat et de l'instabilité politique dans la région du Sahel que vous connaissez, pensez-vous que les collaborations stratégiques entre institutions financières d'une part et facilitateurs financiers de l'autre peuvent être optimisées pour relever efficacement les défis et les dynamiques liées à la fourniture donc, de solutions de financement aux micro et petites et moyennes entreprises dans le secteur agricole? C'est très long ce que je dis, mais l'essentiel c'est, pouvez-vous mettre en évidence des modèles de partenariat innovants ou des initiatives qui ont réussi à atténuer les risques et à renforcer la résilience au sein du secteur agricole dans le Sahel? L'un ou l'autre des panélistes? Merci bien, Madame Traoré. Donc, je vais commencer. Donc, il faut dire en fait qu'à ce niveau, il faut réellement, pas que nous pensons, mais il faut forcément en fait qu'on essaie d'optimiser en fait ce partenariat-là pour qu'en fait il soit en fait plus efficace. Ça, c'est moi mon avis, parce que il est vraiment très utile pour le secteur, pour le développement en fait du secteur et pour également la facilitation en fait au financement.
Donc là, il faut les modèles de partenariat, la plupart du temps, c'est d'abord essayer de renforcer les capacités des FF et les IF, surtout que nous sommes dans une situation d'insécurité et également la saison est vraiment non maîtrisable, les aléas climatiques. Donc, c'est de renforcer les compétences des IF, les institutions financières et les facilitateurs financiers également, dans ce milieu-là pour qu'ils puissent être un relais vraiment auprès des populations. Donc ici, c'est moi je veux dire par là, en fait, il faut donner des formations, il faut former en fait les FF et les IF pour qu'ils puissent également former à leur tour, ou du moins suivre les activités réellement de la cible pour que la productivité puisse augmenter. Deuxièmement, je penserai également à un modèle de collaboration où en réalité, il faut mettre un modèle mettre en place en fait un partage d'expérience, un modèle ou une méthode de communication où nous pouvons également partager facilement les expériences des uns et des autres. Ça va permettre à tout un chacun, que ce soit FF ou IF, de prendre en compte les réalités en fait du terrain et également revoir si possible, si nécessaire, sa façon d'intervenir auprès de ce secteur également. Bon, également revoir aussi, si c'est possible, améliorer la communication qui existe déjà. Donc, si on peut définir en tout cas un bon canal de communication entre FF et IF pour que nos interventions soient encore plus efficaces. Donc, je m'arrête là et je pense que Assoudan pourrait également ajouter quelques éléments. Oui, M. Assoudan, très intéressant, M. Oui, merci. Merci beaucoup, Mme Traoré. Il faut dire qu'à ce niveau, en tant que facilitateur financier, et avec l'expérience du terrain, nous pensons que ça sera plus intéressant de renforcer la collaboration entre les facilitateurs financiers et les institutions financières. Voilà. Et qui va quand même permettre d'évaluer efficacement les risques réels, voilà, qui pourraient survenir avant ou après l'octroi du crédit. Voilà. Et nous pensons également qu'il faut renforcer le partage d'informations des situations réelles du moment, voilà, dans les zones d'intervention entre les facilitateurs financiers et les institutions financières. Parce que bon, souvent, en tout cas, on a besoin de comprendre certaines réalités du terrain pour intervenir. Voilà. Bon, comme un système nouveau, on pense également que on peut mettre en contribution les systèmes de mobile money. Voilà, actuellement, c'est des systèmes qu'on peut développer également, que les institutions de microfinance peuvent développer pour faciliter les recouvrements ou atténuer les risques de non-paiement. Voilà. Merci, madame. OK, merci vraiment à tous les deux. Je crois que des mots très forts à travers l'intervention de M. Assoudan, M. Ouedraogo en tant qu'institution financière, adaptation, M. Assoudan, innovation. Et quand j'entends les deux parties, la collaboration, la communication, la gestion du risque sont des éléments importants qui reviennent sur la table. Donc, pour compléter dans cette discussion qui a été très riche, je voudrais vous remercier tous les deux. Et il est maintenant temps de vous écouter, vous, notre audience. Si vous avez des questions à poser à nos deux panélistes, n'hésitez pas à taper dans la boîte de dialogue ou à lever la main en utilisant la fonction lever la main de Microsoft Teams. Nous voulons nous rassurer que nous avons répondu à toutes les idées et préoccupations que vous pourriez avoir. Alors, n'hésitez pas à les partager avec nous dans le chat box. Donc, thank you. Wait, we're beginning to receive some questions in the chat box. The first question from Anne-Laure is, what is the role of the FF, but then I can read in French, but what is the role of the FF once the loan has been disbursed? Do they continue to support them? Do they continue to support these MSMEs in business? So I think the first question for Assoudan is, what is the role of the FF once this loan has been disbursed? And for Codec, the question would be that, does FIs rely on the FFs to ensure timely payments, or also does the FIs expect that FFs inform them of any potential problem? And
What's the collaboration between the FFs and the FIs in ensuring that loans are repaid on time? I think we can let Asodon start by answering what's the role of the FF in ensuring loans are repaid once those loans have been disbursed. Asodon? Je pense que la traduction n'est pas trop claire ici. À mon niveau, je ne sais pas si on peut reprendre ça un peu en français. Oui, tout à fait. Quel rôle jouait le FF une fois que le prêt a été décaissé? Quel est le rôle de FF à suivi pour le remboursement de prêt après le loan sont décaissés, le prêt sont décaissés? OK, c'est à savoir quel est le rôle du facilitateur financier après le décaissement du prêt. Tout à fait. Exactement. Ah, OK. Merci beaucoup, madame. Bon, en fait, il faut noter que nous, en tant que facilitateurs financiers, notre rôle ne se limite pas seulement à avoir le crédit pour l'entreprise. Voilà, parce que nous disons quand même que nous avons un rôle également à jouer après l'octroi du crédit. Voilà, et ce rôle, c'est quand même assister l'institution financière dans le recouvrement. Voilà, c'est-à-dire essayer quand même d'éduquer celui qui a pris le prêt, l'entreprise, voilà, pour qu'il puisse mettre les fonds dans ce qu'il a dit qu'il va faire en prenant le prêt. Voilà, pour s'assurer qu'il pourra vraiment rembourser le prêt. Voilà, donc c'est pour dire que nous suivons l'institution financière et nous suivons également l'acteur qui a pris le prêt pour s'assurer que, à travers des conseils, pour s'assurer quand même qu'il va rembourser le prêt. Voilà, donc voilà ce que nous faisons après l'octroi du crédit. Merci, madame. Thank you. Merci. And for Codec, as a financial institution, what is your role? Do you expect the financial facilitators to follow up with you or to inform you if there are any potential problems? So pour Codec aussi, quelle est votre expectation? Est-ce que Codec repose aussi sur le FF pour assurer le remboursement dans le délai ou pour l'informer de potentiels problèmes? Merci bien, Mme Ayo. Et il faut dire qu'à notre niveau, dès lors que le prêt est accordé, le chargeur de prêt en fait, a le rôle de suivre les activités et le prêt, les activités et le crédit en fait, de l'emprunteur. Et il y a des activités également qui sont souvent communes avec le facilitateur. Mais la plupart du temps, dès qu'il y a une petite difficulté, un problème, le facilitateur est contacté pour informer, parce que pour nous, c'est une personne ressource. Et en la matière, surtout en recouvrement, toute personne ressource qui pourrait en tout cas faciliter le recouvrement, nous essayons d'intervenir. Donc, le fait qu'il a été à la base, nous pensons qu'il ait une influence quelconque en fait sur le client qui pourrait en tout cas être un avantage pour nous. Donc, nous le contactons, nous l'informons. Et je sais que la plupart du temps, c'est juste une parenthèse, les chargeurs de prêt souvent, ils appellent le facilitateur, ils disent par exemple, Asodon, ton client est en retard. Voilà, comme si c'était le client d'Asodon et non lui-même son client. Donc, c'est pour dire qu'à ce niveau, on informe en tout cas Asodon et dès que c'est remboursé également, on fait tout possible également pour qu'il soit informé parce que l'information est très capitale à ce niveau. Voilà. Maintenant, le rôle des chargeurs de prêt, c'est de suivre les crédits, bien sûr, en collaboration avec le FF, pour que l'une partie ou l'autre partie ou l'une puisse avoir la même information à tout moment. Ça permet également, d'être efficace sur le terrain. Okay, merci. Next questions. Way. We have another questions, and I'll read that in English and French. The question in English is from Vanessa, and the question is,
One of the strategies that was shared was the option of guarantee for the actors in order to assist or facilitate credit access. Can this point be elaborated a little bit more on the guarantee process? Développer mieux en fait pour comprendre le processus de garantie. And if that question can be answered, I don't know if that question can be answered by Kodak as a financial institution. Cette question, n'est-ce pas, peut être la réponse peut être apportée par Kodak en tant qu'institution financière. La traduction est un peu faible à mon niveau. Je ne sais pas si on peut reprendre un peu en français pour que je puisse bien cerner la question. Oui, tout à fait. Okay. Oui, je complète. Juste laisser Ayo souffler un peu. La question, M. Ouedraogo, c'est fondamentalement autour des questions de garantie. Donc, celui qui a posé la question voudrait que vous élaborez un peu plus sur comment vous abordez la question de garantie justement dans ce contexte-là, qui est le vôtre en particulier avec un portefeuille comme celui du Sahel. Est-ce qu'il y a des innovations aussi, je pense entre autres à la caution solidaire et tout ça qui vous permettent d'avancer, mais est-ce que vous avez des éléments à élaborer un peu plus sur les questions? Oui, à ce niveau, il y a eu vraiment un progrès parce qu'il y a ce que vous avez souligné, les cautions solidaires pour les groupes. Ça, c'est également une caution, une garantie à notre niveau. Mais en plus de ça, pratiquement tous les nouveaux crédits que j'ai eu à citer, disons qu'il faut dire qu'il n'y a même pas de garantie. Le crédit Tikindiki, il n'y a pas de garantie matérielle là-dessus. C'est juste la moralité du client et également la régularité si réellement dans la collecte, parce que c'est associé à une collecte journalière, pas forcément journalière, c'est en fonction en fait du revenu de tout un chacun. Donc, dès que la personne est un peu régulier dans la collecte ou du moins en fonction de son revenu, il peut prétendre à un crédit sans garantie matérielle. Le crédit flash également, c'est un crédit sans garantie matérielle. Y compris le crédit de relance, c'est un crédit sans garantie matérielle. Donc, nous essayons en tout cas d'évaluer les risques pour pouvoir proposer quelque chose de meilleur pour pouvoir en tout cas atténuer en fait le problème de garantie parce que c'est réellement un problème dans notre secteur. Voilà. Mais toujours est-il que les garanties telles que les PIH, les terrains, les motos, les véhicules sont toujours également acceptés à notre niveau. Mais actuellement, notre stratégie est plutôt axée vers des crédits sans garantie, s'il le faut, en tout cas, et trouver en tout cas le mécanisme qui s'y est, comme on essaie de faire avec le crédit Tikindiki, le crédit flash et le crédit de relance. Voilà, donc il faut dire que c'est une question également que nous prenons à cœur, même si on essaie d'évoluer en tout cas à notre rythme également. Merci beaucoup. Je vois peut-être Ayo, deux dernières questions dans le chat. La première, c'est de par vos expériences, quels sont les business ou les affaires financières qui prospèrent le mieux? Certainement, il y a un entrepreneur qui veut investir au Burkina. Ouedraogo, il demande quelles sont les affaires qui prospèrent le mieux au Burkina. Ok, merci. Comme nous intervenons plus dans les campagnes, je dirais en fait, c'est d'abord l'élevage. L'élevage également, c'est un secteur qui prospère. Il y a également le niébé, où en réalité, c'est également un secteur qui prospère. Quand vous regardez même dans nos pipes, vous constaterez que les deux secteurs sont réellement des secteurs vraiment qui connaissent une évolution significative. Voilà. En plus de ça, quand je prends pratiquement dans la province du Yatenga, il y a également la pomme de terre, mais avec l'insécurité, sa production a baissé un peu, mais ça a commencé à reprendre cette année. Donc, c'est également un secteur réellement d'avenir. Voilà. Et également, il y a l'oignon également, qui est un secteur qui couvre pratiquement toute la région du nord et du centre-nord. Voilà, donc voici en grosso modo ces 4 secteurs-là où réellement il y a de l'avenir par rapport aux autres. OK. Ayo, je pense qu'il y a une dernière question aussi dans le chat. Oui, nous avons quelques questions. We have another question on describing the payment or fee structure for FFs and if there are any performance incentives for those. Quelqu'un a demandé à décrire la structure de paiement ou incitatif pour le financier facilitateur. Frédéric, M. Assoudan.
Oui, madame. Sans trop rentrer dans les détails, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots la structure de paiement locatif ou préfet et vraiment l'utilité de ce mécanisme de paiement pour vous? Bon, le réseau n'était pas bien, mais je crois que j'ai compris un peu la question. Vous m'entendez? Oui, on vous entend parfaitement. Voilà, je crois que la personne veut savoir comment se passe le système de Pay for Result. Au niveau du au FF particulièrement. OK, merci bien, madame. Merci à la personne. Et bon, il faut dire que le système de Pay for Result s'articule surtout autour de la mobilisation financière que le facilitateur financier arrive à avoir pour les acteurs, voilà, pour les micro, petites et moyennes entreprises. Voilà. Il faut dire que c'est sur la base d'un pourcentage. Comme on l'a dit, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais c'est sur la base d'un pourcentage du prêt qu'on arrive à mobiliser pour le demandeur du prêt. Voilà. Et il y a aussi un minimum quand même de prêt. Voilà. Il y a quand même un minimum de prêt de montant à pouvoir mobiliser pour le EPM, la micro, petite et moyenne entreprise. Donc, par exemple, pour un individuel, il faut quand même atteindre en francs CFA les 300 000 et pour une entreprise, une coopérative, il faut quand même aller autour de presque les 2 700 000, 2 800 000 minimum pour pouvoir quand même bénéficier d'un incitatif. Merci. Voilà, en résumé, sans trop rentrer dans les détails. OK, merci beaucoup. Nous pouvons aussi nous permettre de clôturer la session des questions-réponses. Ayo? OK, on a encore du temps. Ayo? Yes, parce que nous avons peu de temps à répondre à cela. We have some time to answer more questions. We have another question from Monsieur Kaburi Suleiman, who would like to know from Codec whether the repayments period can be increased when talking about working capital within the framework of Catalyze. Merci pour la question, j'ai un peu compris. Okay. Donc, en fait, il faut dire que au sein de la Codec OIVIA, la durée en fait du crédit dépend en fait de l'activité. Ça dépend de l'activité. On essaie au maximum d'être plus flexible possible. Voilà pourquoi je parlais de réadaptation de certains produits. Donc, on essaie d'être plus flexible possible pour pouvoir tenir compte en fait des spécificités de chaque activité. Voilà, quand on prend un exemple pour un maraîcher, nous pouvons aller jusqu'à 6 mois et quand il s'agit de loyer, nous pouvons aller jusqu'à 10 mois. Et les 10 mois, c'est quoi? C'est pour même permettre à la personne de ne pas écouler à vil prix en fait sa production et d'attendre en fait que les prix augmentent un peu pour qu'il puisse essayer maintenant d'écouler en fait pour pouvoir tirer le maximum de profit. Donc, nous essayons au maximum d'être flexibles, voilà, en ce qui concerne les crédits. OK. Est-ce que, Ayo, il y a d'autres questions dans le chat box? We have two questions. One of the questions is, how does the pay for results mechanism influence your approach to facilitating access to finance for MSMEs in the ag sector? And what incentives or targets do you find most effective in driving your efforts to mobilize capital for your clients? Et aussi, je peux lire en français, je ne sais pas si vous avez besoin d'une traduction, mais comment le mécanisme de paiement horizontal influence votre approche de la facilitation de l'accès au financement pour le MSMI dans le secteur agricole et quelles sont les incitations ou les cibles que vous jugez le plus efficaces pour stimuler vos efforts de mobilisation de capitaux pour vos clients? Merci pour la question. Donc, bon, pour nous, à notre niveau, il faut dire que le mécanisme de pay for result a réellement influencé notre activité parce que le paiement au résultat, il faut d'abord travailler avant d'avoir
un paiement quelconque. Donc, ça constitue un effet de levier, un effet de levier dans la recherche en fait, de la cible. Donc, ça nous a poussé réellement à rechercher la cible pour pouvoir financer et espérer en tout cas un paiement quelconque. Donc, ça a eu un impact réel sur nos activités. Également, il faut dire que ce paiement vient réduire un peu nos charges de prospection et de tout. Nos charges d'exploitation, ça vient réduire un peu nos charges d'exploitation. Donc, ça constitue réellement un ouf pour nous, les institutions financières, surtout les coopératives, qui évoluent dans un secteur vraiment pas facile. Donc, ça a été vraiment important. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Tout à fait, tout à fait. Thank you. We have another question in the Q&A box. Someone had asked, can you discuss any challenges or limitations you've encountered in aligning your objective with pay for results? And how have you navigated these challenges to ensure the success of your initiatives? N'est-ce pas ces défis pour assurer, n'est-ce pas, le succès de vos initiatives? And Monsieur Assoudon can answer this. Ok, merci. Je ne sais pas si on peut reprendre ça un peu en français, parce que je n'ai pas bien compris la traduction. Et Oui, je peux je vous lire. entends. I can read in French, Monsieur Assoudon. So in French, pouvez-vous évoquer les difficultés ou les limites que vous avez rencontrées dans l'alignement de vos objectifs sur le cadre de paiement au résultat et comment avez-vous surmonté ces difficultés pour assurer le succès de vos initiatives? Vous m'entendez? Oui, on vous entend, Monsieur Assoudon. Allô, vous m'entendez? Yes. Ok, merci beaucoup, Madame Ayo, pour répondre à la question. Et il faut dire qu'en tout cas, on rencontre vraiment beaucoup de difficultés. Et on peut prendre l'exemple des acteurs, voilà, que vous accompagnez et vous mobilisez toutes les ressources possibles pour qu'ils puissent avoir le financement et qu'à la dernière minute, bon, pour plusieurs raisons, il peut ne pas avoir ce prêt. Voilà. Alors que quand même, vous avez beaucoup travaillé sur son dossier, vous êtes beaucoup investi pour que cela marche et ça ne marche pas. Voilà, vous voyez, c'est des difficultés comme ça qu'on rencontre. Et il faut dire qu'il y a certains clients aussi que vous allez accompagner et que à la dernière minute, parce que bon, c'est bien vrai que les institutions de microfinance quand même essaient d'être très très flexibles, mais il y a quand même un minimum. Le plus souvent, le déposit, voilà, les 10% ou les 5%, voilà, et que ces acteurs-là même n'ont même pas ce minimum-là. Voilà. Mais dès le départ même, ils n'ont pas laissé comprendre qu'ils n'ont pas quand même ce minimum-là pour pouvoir avoir le prêt. Et vous allez vous investir à 100%, faire tout, et à la dernière minute, ils n'arrivent pas à mobiliser quand même le minimum qu'ils doivent mobiliser. Donc, ce sont des choses également que nous rencontrons et qui sont vraiment des difficultés pour nous, puisque en ce moment, malgré tes efforts, tu ne peux pas prouver que tu as accompagné quelqu'un et qu'il n'y a pas d'incitatif. Voilà, merci. Merci beaucoup, la discussion est intéressante. Je vois également des questions qui continuent. Certainement qu'il faut s'arrêter là pour que nous sommes donc, arrivons donc à la fin de ce webinaire. Si Ayo permet, nous allons clôturer la série de questions pour aller vraiment vers la conclusion. J'aimerais donc prendre un moment pour réfléchir, vous inviter donc à réfléchir aux discussions perspicaces que nous avons eues aujourd'hui, de l'exploration de l'intersection critique de la sécurité, de la résilience, de l'accès au financement dans les régions du Sahel, à l'écoute des expériences de première main, telles que celles que nous avons reçues de nos deux panélistes. Il est clair que les initiatives telles que Catalyse ont un impact tangible
sur le développement du secteur agricole et de la sécurité alimentaire dans notre pays et particulièrement dans la région du Sahel. Je voudrais m'arrêter un instant sur 3 éléments importants qui se dégagent. Le premier, c'est vraiment notre capacité ou la capacité de l'institution financière à adapter son portefeuille en termes de prospect, mais également en termes de gestion des risques. Vous avez vu que M. Ouédraogo nous a longuement édifié là-dessus. Au niveau du facilitateur financier, vraiment, il s'agit d'un nouveau métier que nous avons voulu booster dans le cadre de Catalyse, un nouveau métier d'intermédiaire en accès au financement. Et également, nous donnons l'opportunité donc à ces facilitateurs financiers de développer également leur portefeuille d'affaires. Et tout ceci dans le sens d'aider à consolider ce que nous appelons l'écosystème du marché financier au Burkina Faso. Donc, j'encourage chacun de vous à tirer les leçons aujourd'hui et à continuer à s'engager dans des efforts visant donc à soutenir les micro, petites et moyennes entreprises, à autonomiser les femmes entrepreneurs et à renforcer la résilience des populations, particulièrement les populations du Sahel, dans ce contexte extrêmement difficile que nous traversons au Burkina Faso. Je vous remercie donc tous pour votre participation et vos contributions. Et au nom de notre équipe d'organisation, je tiens à remercier profondément l'ensemble de nos panélistes, les participants, les partenaires pour avoir fait de ce webinaire un moment d'échange et surtout de succès, malgré bien sûr les défis logistiques que nous pouvons rencontrer dans une partie du Burkina, comme surtout dans le Sahel, et notamment les défis de quelqu'un comme Assoudan qui se retrouve encore plus en milieu rural. Vos questions, vos idées, vos contributions ont enrichi nos discussions et ont permis de souligner donc l'importance de la collaboration et des défis auxquels nous faisons face pour confronter justement la problématique du financement même dans le secteur agricole au Burkina. Je tiens également à remercier particulièrement l'USAID et toute l'équipe Catalyse et surtout l'USAID pour son leadership et son engagement en faveur d'un changement positif dans la région et particulièrement dans la région du Sahel au Burkina Faso. Continuons à travailler ensemble pour un Sahel plus résilient, plus sûr et surtout plus prospère. Merci donc à tous et à la prochaine. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Traoré. Merci. Thank you. Merci. Thank you all, and this marks the end of our webinar for today. We hope to see you at another Catalyze webinar, and we hope you have a wonderful rest of the day. Thank you all, and goodbye.